Vivre dans votre propre esprit, c'est comme habiter une maison que vous n'avez pas construite. Chaque pensée, chaque règle, chaque « tu devrais » a été placée là par quelqu'un d'autre. Et pourtant, vous parcourez ces couloirs comme s'ils étaient les vôtres. Vous vous êtes habitué au bruit, au désordre, aux fissures, tellement que vous ne les remarquez plus. Et c'est là que le véritable problème commence. Vous confondez la domestication avec l'identité. Vous n'êtes pas cassé. Vous êtes programmé. Programmé pour réagir, pas pour choisir, pour souffrir, pas pour questionner, pour vivre vite, mais ressentir peu. Le monde veut que vous restiez distrait, épuisé, docile. Il veut que vous continuiez à répéter la même vie qui vous éteint pendant que vous pensez que vous n'avez pas le choix. Et voici la vérité sans phare. Oui, vous avez le choix. Vous l'avez toujours eu. Cette vidéo existe pour vous secouer, pour que vous ouvriez les yeux sans adoucissant ni beau discours. Ici, vous ne trouverez pas de motivation vide. Vous trouverez la conscience. Vous trouverez la responsabilité. Vous trouverez un miroir devant lequel vous ne pourrez pas vous mentir. Nous allons démonter la version de vous créée par la douleur, par la peur, par le bruit mental qui vous répète que vous ne pouvez pas. Nous allons briser la dépendance émotionnelle à la souffrance, la cage du potentiel inutilisé, le piège d'attendre la permission de vivre. Nous allons affronter cette vie non vécue que vous avez évitée pendant des années. Parce que se réveiller n'est pas romantique. Se réveiller fait mal, mais rester endormi fait plus mal. Le stoïcisme sera votre outil, non pas comme théorie, mais comme pratique quotidienne. Clarté, action, vertu et présence. Vous allez apprendre à être la conscience, pas le narrateur. À reprendre le contrôle dès les premières secondes de votre journée. À vivre comme quelqu'un qui s'appartient, pas comme quelqu'un traîné par son passé. Ici commence votre vie consciente. Direct, sans excuse. Si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi tout ce que vous pensiez être n'était que la version minimale de vous. 1. Retrouve ton rythme naturel. Imagine un lion élevé toute sa vie dans un zoo. Il mange à l'heure qu'on lui dit, dort quand l'environnement le lui permet, marche dans un espace qu'il n'a pas choisi et regarde un horizon qu'il ne peut jamais toucher. Avec le temps, il oublie qui il est. Il cesse de rugir, de chasser, d'écouter son propre instinct. Il n'est pas malade ni faible. Il est simplement déconnecté de sa véritable nature. C'est exactement ce qui t'arrive lorsque tu vis selon un rythme qui n'est pas le tien. Le monde moderne t'a transformé en un animal domestiqué et t'a convaincu que se sentir perdu est normal. Retrouver ton rythme naturel n'est pas un luxe spirituel, c'est une urgence. C'est comprendre que ton corps et ton esprit n'ont pas été conçus pour la vitesse absurde à laquelle tu vis. La technologie exige de toi l'immédiateté. Les réseaux sociaux te poussent à te comparer. Les gens te pressent pour répondre à des attentes qui ne sont même pas les tiennes et toi, sans t'en rendre compte, tu commences chaque jour à courir après une vie qui ne suit jamais ton rythme interne. Le résultat est simple et brutal. Tu te déconnectes de toi-même et tu confonds ce vide avec l'échec. La philosophie stoïcienne te parle justement du contraire. Tu n'es pas libre quand tu cours. Tu es libre quand tu sais agir depuis ton propre centre. Les stoïciens ne cherchaient pas à être plus rapides ou plus occupés. Ils cherchaient à être en harmonie avec leur nature. Pour eux, la véritable force commence lorsque tu maîtrises ton rythme et que tu ne laisses pas le monde le dicter pour toi. Cela semble simple, mais ce ne l'est pas, car retrouver ton rythme implique de renoncer à quelque chose que la société t'a appris à idolâtrer. L'urgence fausse. Ton rythme naturel apparaît lorsque tu recommences à t'écouter. Lorsque tu cesses d'accepter que ta première pensée du jour soit l'anxiété ou la culpabilité. Lorsque tu ne te jettes pas directement sur ton téléphone pour consommer du bruit étranger. Lorsque tu respires, observes et décides qui tu es avant que ton environnement ne décide pour toi. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la neurobiologie. Ton esprit ne peut pas fonctionner correctement s'il n'a pas une direction consciente chaque matin. Se réveiller sans intention est comme donner les clés de ta vie au hasard et espérer qu'il te mène à bon port.
Retrouver ton rythme signifie aussi arrêter de vivre en réagissant. Dès que tu te réveilles, il y a déjà des notifications, des responsabilités, des attentes et du bruit externe qui frappent ton esprit comme une pluie de flèches. C'est pourquoi ta journée se passe en pilote automatique. C'est pourquoi tu tombes dans des schémas qui ne te plaisent même pas. C'est pourquoi tu te sens épuisé même quand tu n'as rien fait d'extraordinaire. Ce n'est pas un manque d'énergie, c'est un manque d'alignement. Et voici la partie agressive mais réelle. Si tu ne retrouves pas ton rythme, quelqu'un d'autre va utiliser le sien pour gouverner ta vie. L'entreprise, la famille, le partenaire, la société, quiconque a besoin que tu sois psychologiquement disponible. Si tu ne choisis pas ton rythme, d'autres le feront pour toi et tu deviendras une extension de leurs urgences. C'est aussi simple que ça. Quelle est la première étape pour sortir de cette domestication psychologique? T'arrêter, observer, écouter ta respiration, te demander ce dont tu as besoin avant de te demander ce que le monde exige de toi. Choisir un rythme qui te permet de penser au lieu de simplement survivre. Personne ne peut construire une vie consciente à partir d'un corps accéléré et d'un esprit épuisé. Tu dois te reconnecter avec ce que ton propre être te dicte, pas avec ce que l'environnement te programme. Retrouver ton rythme naturel, c'est redevenir le lion qui se souvient de qui il est. C'est arrêter de t'adapter à la cage et commencer à ouvrir de l'espace en toi pour retourner à ta nature. Non pas pour fuir le monde, mais pour l'affronter avec ta propre force. Lâche l'identité basée sur la douleur. Il y a des gens qui marchent dans la vie comme s'ils portaient un sac à dos plein de pierres, mais quand tu leur dis de le poser par terre, ils s'y accrochent encore plus fort. Non pas parce qu'ils veulent souffrir, mais parce qu'ils ne savent plus qui ils seraient sans ce poids. La douleur devient une sorte de nom de famille émotionnelle, une identité déguisée en histoire personnelle. Tu l'as aussi fait. Nous l'avons tous fait. Nous utilisons de vieilles blessures comme si elles étaient des justificatifs pour notre présent. Nous disons que nous sommes ainsi parce qu'on nous a blessés, parce qu'on nous a déçus, parce que nous avons eu de la malchance, parce que la vie a été injuste. La douleur cesse d'être un événement et devient notre nom interne. Le problème est qu'une identité basée sur la douleur ne te protège pas, elle t'enferme. La douleur te fait te sentir spécial pendant un moment, parce qu'elle te donne une histoire à raconter, mais elle te condamne aussi à la répéter. Chaque fois que tu dis « je suis comme ça à cause de ce que j'ai vécu », sans t'en rendre compte, tu renouvelles un contrat psychologique avec ton passé. C'est comme si tu signais chaque jour que cette blessure a du pouvoir sur toi. Et tant que tu continues à signer, peu importe combien tu veux avancer, tout te ramène au même point de départ. La philosophie stoïcienne a une position agressivement honnête à ce sujet. Pour un stoïcien, la blessure ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ta réponse. En d'autres termes, la douleur peut t'expliquer, mais elle ne peut pas te représenter. Les stoïciens ne niaient pas la souffrance, ils la regardaient en face, ils la reconnaissaient, ils l'acceptaient, mais ils ne permettaient jamais qu'elle devienne une identité, parce qu'ils savaient que la douleur est une visiteuse, pas une propriétaire, et tu as laissé qu'elle devienne propriétaire. La douleur devient une identité quand tu l'utilises comme une boussole, quand chaque décision naît de la blessure, quand tu te comportes à partir de la peur, quand tu réagis à partir de l'insécurité, quand tu interprètes tout à travers le filtre du dommage. Tu finis par vivre une vie conçue par ton passé, pas par ta conscience. Et voici la vérité inconfortable. Cette identité te limite plus que toute personne qui t'a blessé. La douleur devient une addiction parce qu'elle te donne quelque chose de prévisible. Elle te dit « tu es ceci » et tu l'acceptes parce que c'est ce que tu connais. Mais ce qui est connu n'est pas toujours sain. Ce qui est familier n'est pas toujours liberté. Lâche cette identité. Pas de manière romantique ou superficielle, mais de manière consciente et brutalement honnête. Lâche-la en comprenant qu'elle n'est pas une partie essentielle de toi. Lâche-la parce qu'elle te vole ton futur et te maintient petit.
Lâche-la parce que si tu ne le fais pas, tu vas continuer à vivre comme un personnage secondaire d'une histoire passée qui s'est terminée il y a des années. Et lâche aussi le rituel que tu fais avec ta propre souffrance. Ne transforme pas ta blessure en un autel émotionnel. Arrête de la répéter pour justifier tes décisions. Arrête de la projeter sur les nouvelles personnes qui entrent dans ta vie. Arrête de l'utiliser comme une excuse pour ne pas changer. Chaque fois que tu répètes ton traumatisme comme s'il était un mantra, tu le renforces. Tu le rends réel. Tu le maintiens en vie. Et ce n'est pas guérir, c'est perpétuer. Le stoïcisme t'offre une sortie claire. Interprète ta douleur comme une information, pas comme une identité. L'information t'aide à grandir. L'identité t'arrête. L'information te permet d'agir différemment. L'identité t'oblige à répéter. L'information libère. L'identité enchaîne. Ta vie consciente ne peut commencer que lorsque tu comprends ceci. Ta douleur était réelle, mais ce n'est pas ta vérité. C'était une expérience, pas une définition. C'était un chapitre, pas le titre du livre. Tu n'es pas la blessure. 3. Remplace le potentiel par l'action. Un corbeau peut voler des kilomètres, traverser des tempêtes et atteindre n'importe quel point du ciel. Mais s'il passe trop de temps sur la même branche d'un arbre à imaginer son vol, il finit par croire que la branche est son territoire naturel. Il se convainc qu'il peut voler, mais il ne vole jamais. C'est le piège du potentiel. Il te fait te sentir fort sans bouger d'un centimètre. Il te fait croire que tu avances alors que tu restes exactement au même endroit. Le potentiel est confortable, mais c'est aussi un piège. Tu sais que tu pourrais être plus fort, plus discipliné, plus courageux, plus authentique. Tu l'as ressenti de nombreuses fois. Tu as eu des moments de clarté où tu vois exactement qui tu pourrais devenir. Mais ensuite, la vie continue, le bruit t'absorbe, l'esprit automatique reprend le contrôle et ce potentiel devient une fantaisie qui n'existe que dans ta tête. Tu finis par accumuler des rêves comme s'ils étaient des objets stockés dans une pièce où tu n'entres jamais. Cela crée un sentiment de faux pouvoir qui t'intoxique. Tu crois que tu as des possibilités illimitées, alors qu'en réalité, tu es paralysé. La philosophie stoïcienne ne tolère pas cette paralysie. Pour un stoïcien, le potentiel sans action est une faiblesse déguisée en vertu. C'est la preuve que tu ne maîtrises pas encore ta volonté. Les stoïciens enseignaient que l'action imparfaite est toujours supérieure au rêve parfait, parce que le rêve ne change rien, mais l'action te transforme. Ce que tu fais définit qui tu es. Ce que tu imagines ne définit que ce que tu évites. Le potentiel te séduit parce qu'il ne te demande pas de sacrifice. Il ne te demande pas de changer tes habitudes. Il ne t'oblige pas à affronter tes peurs. Il ne te met pas mal à l'aise. C'est comme vivre à l'intérieur d'une carte sans parcourir le terrain. Tout semble possible parce que rien n'est réel. L'action, en revanche, est brutale. Elle te confronte. Elle te demande de choisir. Elle t'oblige à assumer la responsabilité. Elle te dévoile face à ta propre incohérence. C'est pourquoi nous évitons d'agir, parce que l'action révèle la vérité sur nous-mêmes. Mais voici la partie agressive et honnête que tu as besoin d'entendre. Tu n'es pas bloqué parce que tu ne sais pas quoi faire. Tu es bloqué parce que tu ne fais pas ce que tu sais que tu dois faire. Tu restes à rêver parce qu'agir impliquerait d'abandonner des histoires qui te protègent. Le potentiel te permet de continuer à croire qu'un jour, tu vas te réveiller, changer, t'améliorer. Ce « un jour » est un mensonge que tu te racontes pour te sentir moins coupable. Et chaque jour qui passe sans action, ce potentiel devient un poids mort. Il ne te pousse pas, il te tire vers le bas. La cage du potentiel te piège parce qu'elle t'offre une identité sans résultat. Elle te fait te sentir comme quelqu'un avec un destin, même si tes actions prouvent le contraire. Et ici, la philosophie stoïcienne est claire. Ton identité est mesurée par tes décisions, pas par tes désirs. La question n'est pas ce que tu pourrais être. La question est ce que tu choisis d'être aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis. Sortir de ce piège exige du courage. Il exige que tu agisses même quand tu ne te sens pas prêt. Il exige que tu lâches la fantaisie de la perfection et que tu permettes à l'action d'être maladroite,
incomplète, imparfaite. Parce que l'action imparfaite fait bouger le monde. La passivité parfaite l'arrête. L'action crée la clarté. L'action crée la discipline. L'action crée le caractère. Le potentiel ne crée que des excuses. Cette étape est simple mais féroce. Fais quelque chose. Ne le planifie pas. Ne l'analyse pas trop. Ne le remets pas à plus tard. Fais-le. Entraîne-toi. Écris. Coupe les liens toxiques. Range ton espace. Commence ce projet. Change cette habitude. Quoi que ce soit, mais fais-le. Parce que lorsque tu brises l'inertie, tu brises ton identité passée. 4. Donne-toi la permission de ta propre volonté. Un aigle ne demande pas la permission d'ouvrir ses ailes. Il ne demande pas si le vent l'accepte. Il ne consulte pas si le ciel l'approuve. Il n'attend pas de validation de la part d'aucune créature terrestre. Il déploie simplement sa force parce qu'il sait que sa nature est de voler. Toi, par contre, tu as passé trop d'années à demander la permission d'être qui tu es déjà à l'intérieur. Tu as vécu comme si ta vie avait besoin de la signature des autres pour avancer. Et c'est l'un des conditionnements les plus silencieux et dangereux qui existent. L'idée que tu as besoin d'une approbation externe pour bouger, changer, décider ou grandir. Le pire, c'est qu'on ne te l'a pas directement enseigné. Tu l'as absorbé, tu l'as imité, tu l'as normalisé. Tu as appris à regarder autour de toi avant de regarder à l'intérieur. Tu as appris à attendre le signal des autres pour activer le tien. Tu es devenu quelqu'un qui consulte plus qu'il ne décide. La philosophie stoïcienne a une position complètement opposée. Pour un stoïcien, la volonté est sacrée. C'est le noyau de ta liberté. C'est le point où tu décides si ta vie est gouvernée par toi ou par les attentes des autres. Les stoïciens comprenaient que vivre en attendant la permission est une forme douce d'esclavage psychologique. Parce que si tu as besoin d'approbation pour bouger, tu en auras aussi besoin pour t'arrêter. Et si quelqu'un peut définir quand tu agis, il peut aussi définir qui tu es. Le problème n'est pas que tu cherches l'acceptation. Nous voulons tous, à un certain niveau, nous sentir connectés aux autres. Le vrai problème est lorsque tu conditionnes ta croissance à l'opinion de personnes qui ne vivent même pas avec intégrité leur propre vie. Tu demandes la permission à ceux qui n'osent pas. Tu demandes l'approbation à ceux qui ne comprennent pas ta vision. Tu attends la validation de personnes qui ne se sont même pas validées elles-mêmes. Et dans ce processus, ta volonté s'éteint. Ce piège psychologique fonctionne ainsi. Tu sais déjà ce que tu dois faire. Tu l'as toujours su. Mais tu ne le fais pas parce que tu attends un « c'est bien », un « je te soutiens », un « fais-le », un « c'est ça ». Tu cherches l'autorisation dans les regards, les mots, les attitudes et les signaux qui n'arriveront jamais. Et quand ils n'arrivent pas, tu interprètes le silence comme un rejet. C'est l'erreur. Personne n'a l'obligation de te donner la permission de vivre ta vie. La permission la plus importante est celle que tu te donnes. Et cette permission ne se négocie pas. Elle se déclare, elle se maintient. Quand tu attends l'autorisation, tu perds des années, tu perds des opportunités, tu perds des versions entières de toi qui auraient pu exister. La vie ne s'arrête pas pendant que tu décides de bouger ou non. La vie continue et tu restes en arrière. Récupérer ta volonté, c'est décider que tu ne vas plus repousser ton destin simplement parce que les autres ne comprennent pas ton processus. Les stoïciens savaient que la liberté commence dans l'esprit, pas dans les circonstances. Ta volonté est le filtre qui définit ta direction. Si tu ne diriges pas ta volonté, quelqu'un d'autre l'absorbera. Deviens le genre de personne qui se donne la permission d'agir même quand personne ne comprend. Parce que ce qui te motive n'est pas la validation, mais la clarté de ton but. Te donner la permission est un acte de sincérité. C'est te regarder et te dire « c'est ce que je veux ». C'est ce que je décide, c'est ce que je vais faire. Pas parce que c'est facile, pas parce que tout le monde le soutient, mais parce que tu sais que c'est nécessaire. Tu te le dois. La vie consciente commence ici, quand ta volonté cesse de demander la permission et commence à marquer la direction. Quand tu n'attends plus de signaux externes, parce que tu comprends que le signal le plus puissant est ta conviction interne. 5. Honore ta vie non vécue.
Un arbre qui n'a jamais poussé laisse toujours l'ombre de ce qu'il aurait pu être. Les branches qui ne sont pas nées, les fruits qu'il n'a pas donnés, les chemins que ses racines n'ont jamais explorés. Tout cela reste là, comme un vide silencieux dans le paysage. Il ne dérange pas, ne fait pas de bruit, mais il existe. Ta vie non vécue fonctionne de la même manière. Elle ne te crie pas dessus, ne te poursuit pas, ne te blâme pas, mais tu la sens. Dans ce qui te dérange sans raison, dans la nostalgie qui apparaît sans prévenir, dans le sentiment qu'il te manque quelque chose que tu ne sais pas nommer. Ce n'est pas de la tristesse, c'est du deuil. Deuil pour les versions de toi que tu n'as jamais laissées exister. Honorer ta vie non vécue, ce n'est pas rester coincé dans ce qui aurait pu être. C'est avoir le courage de reconnaître qu'il y a eu des rêves que tu as abandonnés, des chemins que tu n'as pas pris, des décisions que tu as évitées, des relations que tu n'as pas affrontées et des opportunités que tu as laissées passer parce que tu ne te sentais pas prêt. Et bien que le monde essaie de te faire croire que ignorer cela est de la maturité, c'est faux. Ignorer ta vie non vécue te détruit de l'intérieur parce qu'elle nie une partie de ton histoire émotionnelle. La vérité est que la douleur ne vient pas de ce que tu as perdu, mais de ce que tu ne t'es jamais permis d'essayer. La philosophie stoïcienne ne te demande pas de réprimer cette douleur. Elle te demande de l'observer sans la dramatiser, de l'accepter sans en faire une identité, de reconnaître ce que tu as laissé derrière toi avec responsabilité, non avec culpabilité. Un stoïcien comprend que la vie a de multiples bifurcations et que tu ne peux pas toutes les parcourir. Mais il comprend aussi que certains renoncements font mal parce qu'ils révèlent qu'à certains moments, tu as été plus petit que ton potentiel, plus peureux que ton but, plus silencieux que ta vérité intérieure. Reconnaître cela ne t'affaiblit pas, cela te mûrit. Le deuil de la vie non vécue pèse parce qu'il révèle la distance entre qui tu es et qui tu sais que tu aurais pu être. Et cette distance ne se comble pas avec de la motivation bon marché ni avec des phrases vides. Elle se comble avec de l'honnêteté. Elle se comble en acceptant que tu as perdu du temps, que tu as été tiède quand tu avais besoin de feu, que tu as cédé quand tu devais avancer, que tu as laissé ta volonté s'endormir. Cette honnêteté fait mal, mais c'est le genre de douleur qui nettoie, le genre de douleur qui te réveille. Le plus dangereux dans le fait de te refuser ce deuil est que cela te condamne à répéter le même schéma. Ce que tu ne reconnais pas, tu le répètes. Ce que tu n'acceptes pas te contrôle. Ce que tu évites grandit. C'est pourquoi tant de personnes sont coincées dans le sentiment de vide permanent. Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas de la confusion, ce n'est pas de la malchance. C'est de la vie non vécue accumulée. C'est la conscience qui te demande de regarder ce que tu as ignoré. C'est ton intérieur qui te rappelle que tu n'as pas été créé pour le confort du regret silencieux. Honorer ta vie non vécue signifie regarder tes rêves abandonnés sans honte, tes décisions lâches sans excuse, tes parties oubliées sans rejet. Cela signifie faire la paix avec les versions de toi qui n'ont pas eu l'occasion d'exister. Non pour les ressusciter, mais pour les libérer, pour qu'elles cessent de t'ancrer dans le passé, pour que tu puisses construire sur un terrain propre, pas dans le déni. Cet acte d'honneur t'oblige aussi à une chose, choisir. Choisir quelle partie de ta vie tu veux vivre maintenant. Choisir quel rêve reporté mérite de reprendre sa marche. Choisir quel but mérite d'être repris. Choisir quelle partie de toi tu n'accepteras plus jamais d'abandonner. Cette décision est le début de ta nouvelle liberté. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux éviter de le répéter. Et tu ne peux pas vivre toutes tes vies possibles, mais tu peux en choisir une, la tienne, consciente, alignée et authentique. Honorer ta vie non vécue, c'est arrêter de traiter tes rêves comme des fantasmes et commencer à les traiter comme des responsabilités. 6. Sois la conscience, pas le narrateur. L'esprit humain fonctionne comme un théâtre qui ne ferme jamais. Sur scène se trouvent les pensées, les voix intérieures, les peurs, les souvenirs, les opinions des autres que tu as absorbées sans le vouloir. Tout agit en même temps. Mais le curieux est ceci, tu n'es aucun des acteurs, tu es le spectateur assis au dernier rang, regardant comment la pièce se déroule. Le problème survient lorsque tu oublies cela et commences à croire que tu es le protagoniste de chaque pensée.
même si tu ne l'as pas choisi. Tu t'identifies à n'importe quelle phrase qui apparaît dans ta tête comme si c'était une vérité absolue. Et ainsi, sans t'en rendre compte, le narrateur mental finit par prendre le contrôle de ta vie. L'identité confondue avec la pensée est l'un des pièges les plus forts qui existent. Ton esprit te parle à la première personne, utilise ton ton, ta mémoire, tes peurs et tes désirs pour se sentir légitime. Mais ce n'est pas toi. Ce n'est qu'une fonction automatique créée par des expériences, des traumatismes, des habitudes, la culture, l'éducation et la répétition. C'est un algorithme émotionnel. Et tant que tu le confonds avec toi-même, tu vivras piégé dans un cycle de réactions que tu n'as pas choisi. La conscience stoïcienne te demande quelque chose de radical, te séparer du narrateur interne, ne pas l'éliminer, ne pas lutter contre lui, te séparer. Un stoïcien sait que la pensée est un événement, pas une identité. Le narrateur dit « je ne peux pas », mais la conscience observe cette phrase et décide si elle l'accepte ou non. Le narrateur dit « je suis insuffisant », mais la conscience l'écoute comme si c'était un bruit externe. Le narrateur exagère, dramatise, anticipe des tragédies, mais la conscience reste stable. Cette séparation est ce que les stoïciens appelaient l'hégémonikon, la capacité de te gouverner toi-même, de ne pas réagir impulsivement, d'observer avant d'agir. Quand tu deviens le narrateur, tu perds ta liberté. Chaque pensée t'entraîne, chaque impulsion te contrôle, chaque émotion te dicte une direction différente. C'est comme être un navire sans capitaine, déplacé par n'importe quel courant. La conscience, en revanche, est le gouvernail. C'est la distance suffisante pour ne pas te confondre avec le chaos qui apparaît dans ton esprit. Cette distance est le pouvoir. Cette distance est la clarté. Cette distance est la force. Beaucoup pensent que l'esprit est l'ennemi parce qu'il les punit avec des pensées négatives. Ce n'est pas le cas. L'esprit répète ce qu'il a appris. Il répète des modèles. Il répète des histoires. Il répète des interprétations. L'esprit n'est pas mauvais, il est juste bruyant. Et si tu ne l'observes pas, il te domine. Mais si tu l'observes, il s'ordonne. La conscience ne lutte pas contre l'esprit. Elle le dirige, elle le redirige, elle le rééduque. Et cela se réalise lorsque tu te rends compte qu'une pensée n'est pas un commandement, c'est juste un stimulus. Tu choisis quoi faire avec. Pour vivre une vie consciente, tu as besoin de pratiquer la séparation tous les jours. Quand la voix intérieure te dit « tu ne peux pas », respire et observe-la comme un nuage qui passe. Quand elle te dit « tu échoueras », identifie d'où elle vient, quel modèle l'a créée. Quand elle te dit « les gens te jugent », demande-toi si cela vient de ton présent ou de l'insécurité d'une ancienne version de toi. Entre la pensée et ta réaction, il y a toujours un espace. Cet espace est où ta liberté renaît. Le narrateur mental continuera à parler. Il continuera à dire des choses que tu n'aimes pas. Il continuera à générer du bruit. Mais tu ne le prendras plus pour une vérité. Tu l'écouteras comme tu écoutes la télévision en arrière-plan, présente mais sans importance. Ce qui est important, ce n'est pas de le faire taire, mais d'arrêter de lui obéir. Quand tu apprends à être la conscience et non le narrateur, ta vie change à tous les niveaux. 7. Choisis qui tu seras dans les premières secondes. La première seconde après avoir ouvert les yeux est comme un interrupteur au milieu de l'obscurité. Si tu l'allumes, la pièce s'illumine de ta décision. Si tu ne le fais pas, l'esprit automatique l'activera pour toi et te laissera piéger dans une lumière que tu n'as pas choisie. Les premières secondes de la journée ne sont pas un détail, elles sont un champ de bataille invisible. C'est à ce moment-là que se définit si tu vas vivre depuis ta conscience ou depuis le pilote automatique qui te gouverne depuis des années. Ce que la majorité ne comprend pas, c'est que l'esprit se réveille avant toi. Dès que tu ouvres les yeux, ton cerveau commence à lancer des pensées accumulées, tâches en attente, culpabilité, anxiété, comparaison, souvenirs inconfortables, doutes, auto-exigence. Tout arrive comme une vague qui essaie de t'emporter avant que tu aies le temps de réagir.
C'est le moment le plus dangereux de ta journée, parce que c'est l'instant où ton identité est décidée sans ta participation. L'ancienne version de toi, celle que tu essaies de laisser derrière toi, est la première à se réveiller. Les stoïciens ont compris le pouvoir brutal de ces premiers instants. Marc Aurèle commençait ses journées en se rappelant qui il devait être avant que le monde ne lui dise qui il semblait être. Ce principe est simple, mais féroce. Tu choisis ton identité chaque matin, et si tu ne la choisis pas activement, l'esprit la choisit pour toi. Cette décision précoce marque tout ce qui suit. Ce n'est pas de la spiritualité vide, c'est de la neuroplasticité. Le cerveau prend la première pensée comme le ton émotionnel de la journée. C'est pourquoi quand tu commences avec de l'anxiété, tout te pèse. C'est pourquoi quand tu commences avec de la clarté, tout coule différemment. Ce qui détermine ta journée n'est pas ce qui t'arrive, mais depuis quel état tu te réveilles pour y faire face. Si tu permets que les premières secondes te kidnappent, tu as déjà perdu la bataille avant de commencer. Non pas parce que la journée est impossible, mais parce que tu l'as commencée avec la mauvaise identité. Une journée forte ne se construit pas à midi, elle se construit au premier battement de paupières. Ce que tu décides à ce moment-là te transforme en quelqu'un de réactif ou en quelqu'un de conscient. Ta première pensée peut être une arme ou une prison. Elle peut être « je ne peux pas »,« quelle fatigue », encore la même chose. Ou elle peut être « je suis là »,« je décide »,« aujourd'hui je me gouverne ». Ce n'est pas une question de positivisme bon marché. C'est une question de souveraineté mentale. Lorsque tu choisis consciemment qui tu es dans ces premières secondes, tu brises la programmation automatique qui a dirigé ta vie pendant des années. Mais il ne s'agit pas seulement de penser différemment. Il s'agit d'agir différemment. Les premières secondes sont le rituel où tu réaffirmes quelle identité tu es en train de construire. Si dès que tu te réveilles, tu vas directement au téléphone, ton esprit comprend que l'extérieur te gouverne. Si tu te lèves sans direction, il comprend que tu n'as pas de direction. Si tu commences par te plaindre, il comprend que la vie te dépasse. Ce que tu fais dès que tu te réveilles est une déclaration psychologique de qui tu seras le reste de la journée. La philosophie stoïcienne te donne un outil puissant, l'intention préalable. Avant de dormir, définis qui tu veux être demain. Non pas ce que tu veux ressentir, mais qui tu veux être. Ferme, présent, discipliné, calme, maître de ton esprit. Au réveil, rappelle-toi avant que le bruit mental ne le détruise. Même 10 secondes de conscience soutiennent ton identité pendant des heures. Choisis ton état avant que le monde ne le choisisse pour toi. Respire, observe, décide. C'est ta véritable liberté. Non pas contrôler tout ce qui se passe, mais contrôler la façon dont tu entres dans la journée. Parce que celui qui contrôle les premières secondes contrôle la narration interne. Et celui qui contrôle la narration interne contrôle son destin. 8. Vis la vertu, pas l'apparence. Marcher dans la vie en essayant d'impressionner les autres, c'est comme se maquiller pour entrer dans une tempête. Peu importe combien de brillants tu mets, la pluie va effacer ton masque dans les premières minutes et à la fin, la vérité sera exposée, qui tu es sans public. C'est la différence entre l'apparence et la vertu. L'apparence existe tant qu'on te regarde. La vertu existe même quand personne ne te voit. Et la plupart des gens sont si habitués à vivre pour la scène qu'ils oublient que la vraie vie se passe en coulisses. La culture actuelle te pousse constamment à construire une image, pas un caractère. Elle te dit de paraître sûr de toi, même si tu ne le sens pas, de te montrer fort même si tu es brisé, de sourire même si tu es vide, de publier ta vie même si tu ne la vis pas. Et sans t'en rendre compte, tu deviens un acteur interprétant une version éditée de toi-même. Le problème, c'est que quand tu t'habitues à jouer, tu te déconnectes de ce que tu es. Le faux devient normal et l'authentique commence à te déranger. Tu deviens un reflet, pas une personne. La philosophie stoïcienne détruit cette façade à sa racine. Elle ne te demande pas de te montrer parfait ni de cacher tes défauts. Elle te demande de vivre guidé par la vertu, sagesse,
justice, courage et tempérance. Pas pour plaire, mais pour être intègre. Les stoïciens comprenaient que l'apparence est une douce prison. Elle te maintient en attente de qui te regarde, de ce qu'il pense, de si tu réponds aux normes externes. Et chaque fois que tu cherches la validation, tu donnes un morceau de ta liberté mentale. La vertu, en revanche, est un acte interne. Elle ne requiert pas d'applaudissements, elle n'a pas besoin de spectateurs, elle n'exige pas de reconnaissance. C'est un engagement envers toi-même, pas envers le monde. Et cet engagement te donne une force que personne ne peut t'enlever. Parce que tandis que l'apparence dépend des opinions, la vertu dépend des décisions. Et tes décisions sont la seule chose que tu contrôles vraiment. Vivre de l'apparence détruit ta stabilité émotionnelle. Elle te rend dépendant, elle te rend insécurisé, elle te rend malléable. Parce que si ta valeur est dans la façon dont on te voit, toute critique te fait tomber. Si ton identité dépend de l'extérieur, tout rejet te désarme. L'apparence te rend esclave du jugement des autres. La vertu, en revanche, te rend maître de ton caractère. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont peur de vivre de la vertu parce que cela implique la responsabilité. Cela implique que tu ne peux plus utiliser l'image comme bouclier. Cela implique que tu dois agir avec cohérence, même quand personne ne te récompense pour cela. Cela implique que tu dois vivre de manière droite, même quand c'est inconfortable. La vertu exige de la rigueur. L'apparence ne demande qu'un sourire faux. Et voici la vérité frappante. Ta vie s'améliore au moment où tu arrêtes de jouer. Quand tu ne dépenses plus d'énergie à faire semblant. Quand tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Quand tu ne cherches pas l'approbation parce que tu comprends que la seule validation qui compte est la tienne. Non pas parce que tu es égoïste, mais parce que tu es conscient. La vertu est la liberté émotionnelle. L'apparence est la dépendance émotionnelle. Vivre la vertu signifie agir avec honnêteté, même quand il serait plus commode de mentir. Cela signifie maintenir tes limites, même quand on te met la pression. Cela signifie affronter tes responsabilités, même quand elles te dérangent. Cela signifie choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. Cela signifie être ferme même si on te critique. Cela signifie parler clairement même si d'autres veulent manipuler ton silence. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être réel, il s'agit d'être maître de toi-même. Il s'agit de marcher dans la vie en sachant que si on te retirait la scène, tu resterais la même personne. C'est ça, la vertu. Et c'est le chemin de la liberté intérieure. La vie fonctionne comme un miroir qui ne ment pas. Il ne te reflète pas ce que tu désires, il te renvoie exactement ce que tu es. Et c'est la raison pour laquelle tant de gens demandent, rêvent et supplient, mais ne reçoivent rien. Parce que le miroir ne répond pas à des désirs vides, il répond à ton identité, à ta discipline, à la façon dont tu te comportes quand personne ne te voit. Si tu es le chaos à l'intérieur, tu attireras le chaos. Si tu es le doute à l'intérieur, tu attireras plus de doutes. Si tu es la force, la direction et la cohérence à l'intérieur, tôt ou tard, la vie te le confirme. Tu n'es pas ici pour qu'on te dise que l'univers te donnera ce que tu demandes. Tu es ici parce que tu as déjà compris que rien ne change à l'extérieur si tu ne changes pas à l'intérieur. Et cela nécessite du caractère, de la volonté et le courage d'arrêter d'être la version faible qui attend toujours des signes. Cette vidéo ne va pas te parler doucement, elle va te parler avec réalité, avec ce genre de vérité qui dérange, mais qui réveille aussi. Parce qu'attirer ce que tu désires n'est pas de la magie, c'est une conséquence. Conséquence d'agir, de penser clairement, de rester ferme lorsque ton ancienne identité veut te tirer en arrière. Reste jusqu'à la fin. Je vais te montrer pourquoi tu n'obtiens pas ce que tu veux et comment commencer à devenir quelqu'un capable de l'attirer. Ici, tu ne vas pas demander, tu vas te transformer, parce que la vie ne te suit pas quand tu rêves, elle te suit quand tu changes. 1. Provoque ce que tu désires. La vie est comme une porte lourde qui ne s'ouvre jamais d'elle-même. Elle reste là,
immobile, attendant que tu aies la force et l'intention suffisantes pour la pousser, et le curieux est que beaucoup restent debout devant elle, espérant qu'elle s'ouvrira avec une pensée positive, avec de la chance ou avec de belles phrases. Mais la porte ne comprend pas cela. Elle ne bouge que lorsque tu bouges. C'est provoquer ce que tu désires, et c'est la première leçon parce que sans action, tout le reste s'effondre. Provoquer n'est pas forcer. Mais ce n'est pas non plus attendre, c'est briser l'idée enfantine que désirer intensément est suffisant. Ce n'est pas le cas. Le monde répond aux signaux, pas aux supplications. Il répond au mouvement, à la cohérence, aux décisions prises avec fermeté et non avec des doutes cachés. Quand tu provoques ce que tu désires, tu le fais depuis une identité qui ne tolère plus de rester immobile. Tu le fais depuis la conviction que tu veux quelque chose et que tu es prêt à faire ce qui te correspond sans excuse, sans drame et sans ce besoin que tout soit parfait pour commencer. Le problème est que la majorité veut que la vie se rende à leur confort. Ils veulent des résultats sans risque, des récompenses sans sacrifice et une croissance sans inconfort, et cela est impossible. Celui qui provoque ce qu'il désire comprend qu'il y aura de la résistance, qu'il y aura des jours difficiles et qu'il y aura des moments où il semblera que rien n'avance. Mais il continue à pousser la porte parce que provoquer est un acte de caractère, pas d'émotion. C'est rester ferme quand ton esprit veut reculer, quand tes insécurités s'activent et quand la peur te dit que tu n'es pas prêt. Le stoïcisme enseigne que la seule chose que tu peux contrôler est l'action que tu décides de prendre ici et maintenant. Tu ne peux pas contrôler les résultats, tu ne peux pas contrôler les opinions, tu ne peux pas contrôler les temps, mais tu peux contrôler ton intention quotidienne et tes mouvements concrets. Provoquer ce que tu désires signifie que tu n'attends plus de signaux externes pour agir. Le signal, c'est toi, la décision, c'est toi, la force, c'est toi. Et quand tu adoptes cette posture, tout commence à s'aligner différemment parce que le monde reconnaît les gens qui bougent avec clarté et fermeté. Il y a des personnes qui passent des années à vouloir quelque chose sans faire un seul pas cohérent. Ils parlent, planifient, imaginent, mais ne provoquent rien. Ils attendent une motivation parfaite qui ne vient jamais, ou ils attendent de se sentir prêts quand la préparation réelle apparaît en marchant. Et le plus triste est qu'ils croient ensuite que la vie est injuste. Elle ne l'est pas. Elle ne répond qu'à celui qui provoque, pas à celui qui attend. La vie observe ton comportement, pas tes désirs. Elle observe si tu es prêt à avancer quand personne ne t'applaudit, quand le progrès est lent, quand la fatigue apparaît. Et c'est là que se séparent ceux qui désirent de ceux qui provoquent. Provoquer ce que tu désires signifie aussi arrêter de justifier ton inaction. Les excuses sont confortables, mais elles sont une prison. La personne qui provoque ne se raconte pas d'histoire pour éviter l'effort. Elle se dit la vérité et agit même si cela fait mal, même si cela est inconfortable, même si cela nécessite de faire face à sa propre médiocrité temporaire. Parce que oui, nous commençons tous en étant une version moins capable, moins disciplinée et moins forte. Mais tu provoques ce que tu désires quand tu cesses d'être cette version, quand tu commences à agir comme quelqu'un qui mérite ce qu'il veut. Si tu veux un corps fort, provoque le changement avec une discipline quotidienne. Si tu veux un esprit clair, provoque le silence nécessaire pour écouter tes pensées. Si tu veux de meilleures opportunités, provoque ta croissance jusqu'à ce que les opportunités ne puissent plus t'ignorer. Le désir avec clarté. Désirer quelque chose sans clarté, c'est comme essayer d'allumer un feu avec de la fumée. Tu le vois, tu le devines, tu crois qu'il est là, mais il ne chauffe pas, il n'éclaire pas, il ne transforme rien. Beaucoup de gens vivent ainsi, désirant des choses qu'ils ne comprennent même pas, puis se demandent pourquoi elles n'arrivent jamais. La vie ne répond pas aux souhaits vagues, elle répond aux directions claires. Si tu ne sais pas ce que tu veux, comment espères-tu l'attirer? La plupart des gens disent vouloir changer leur vie, mais ne peuvent pas décrire à quoi cette vie ressemble. Ils disent vouloir du succès, mais ne savent pas ce que cela signifie pour eux. Ils veulent de l'amour, mais ne savent pas quel type de relation ils recherchent.
Ils veulent la paix, mais gardent des habitudes qui génèrent le chaos. Ils veulent la liberté, mais restent enchaînés à la même mentalité qu'auparavant. Cela ne fonctionne pas ainsi. Un désir sans clarté est un chemin sans destination. Et un désir clair est une route que ton esprit peut suivre. Le stoïcisme enseigne que la clarté interne est le pouvoir. Quand tu as clair ce que tu veux, ton esprit cesse de se disperser et commence à travailler de manière stratégique. Ton énergie se concentre au lieu de se diluer. Ton focus devient pratique et non émotionnel. Et le plus important, tes décisions commencent à s'aligner sans que tu aies à les forcer, parce qu'un désir clair devient une identité. Tu sais ce que tu cherches et ce que tu ne tolères pas. Tu sais où tu vas et ce que tu dois lâcher. La clarté ne vient pas seule, il faut la construire. Et pour la construire, tu as besoin de courage pour te regarder sans mensonge. Tu as besoin d'accepter que certains désirs ne sont pas les tiens, que tu les as adoptés sous la pression, par peur ou par désir de t'intégrer. Tu as besoin de te demander si ce que tu veux t'appartient vraiment ou si tu le poursuis seulement parce que d'autres l'attendent de toi. Désirer avec clarté, c'est éliminer tout bruit qui pollue ta véritable intention. Tu dois aussi comprendre que désirer avec clarté n'est pas être obsédé par un résultat, mais le définir pour que ton action ait une direction. Sans clarté, tu agis par impulsion. Avec clarté, tu agis avec un but, et cela change tout. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui désirent le plus fort, mais celles qui désirent avec la plus grande précision. Parce que la précision crée la cohérence, et la cohérence crée l'attraction. Quand tu n'as pas de clarté, tu cherches des signes externes pour te guider, et cela te rend faible. Tu attends l'approbation, la validation ou des coïncidences magiques pour bouger. Mais quand tes désirs sont clairs, tu n'as pas besoin de signes, tu es le signe. Tu te lèves en sachant ce que tu veux construire. Tu ne perds pas de temps sur des chemins qui ne mènent à rien. Tu n'acceptes pas des miettes parce que tu sais ce que tu mérites. Tu ne te laisses pas distraire parce que tu n'as pas de doutes internes. Et cette stabilité mentale est exactement ce qui fait que les choses commencent à se rapprocher de toi. La clarté te protège aussi de l'auto-tromperie. Quand tu sais ce que tu veux, il est plus difficile de te saboter avec des excuses. Tu sais quelles décisions te rapprochent et lesquelles t'éloignent. Tu sais quand tu agis par paresse, peur ou insécurité. Et en le voyant clairement, tu peux te corriger sans dramatiser. Tu peux ajuster ta direction sans te sentir perdu. Les gens forts ne sont pas ceux qui ne doutent jamais, mais ceux qui savent à quoi revenir quand le doute apparaît. Si tu veux attirer quelque chose, tu dois d'abord le formuler avec précision. Définis la vie que tu veux vivre. Définis la personne que tu as besoin d'être. Définis les habitudes qui soutiendront ce désir. Définis ce qui ne peut plus rester avec toi. Un désir clair t'ordonne de l'intérieur et te rend magnétique de l'extérieur. 3. Discipline sur excuse. La discipline ressemble à une corde tendue qui soutient un pont suspendu. Si la corde est solide, tu peux traverser de l'autre côté, peu importe la profondeur de l'abîme. Si elle est lâche, tu tombes avant d'avoir fait 2 pas. Les excuses sont exactement ce qui relâche la corde. Elles semblent innocentes, elles semblent logiques, elles semblent justifiables, mais chaque excuse affaiblit la structure qui soutient ta croissance. Et quand la corde se rompt, peu importe combien tu souhaites avancer, tu n'as plus de chemin pour le faire. La plupart veulent de vrais changements, mais ne veulent pas payer le prix. Ils désirent des résultats avec une mentalité douce. Ils veulent une transformation sans résistance, du succès sans sacrifice et de l'avancement sans inconfort. C'est pas comme ça que la vie fonctionne. Et encore moins quand il s'agit d'un processus stoïcien, car le stoïcisme ne te demande pas d'avoir envie, il te demande de te conformer. La discipline est le muscle qui maintient ton chemin ferme, même quand tu n'as pas de motivation. Quand tu dépends de la motivation, tu deviens esclave de tes émotions. Quand tu dépends de la discipline, tu deviens maître de ta vie. Les excuses apparaissent toujours déguisées en logique. Je suis fatigué, je n'ai pas le temps, je commence demain, aujourd'hui n'est pas un bon jour. Toutes semblent raisonnables, mais toutes détruisent ton progrès.
La discipline comprend quelque chose que les excuses n'acceptent jamais. Peu importe comment tu te sens, ce qui compte, c'est ce que tu décides de faire. Le monde ne récompense pas celui qui a envie, il récompense celui qui agit même quand il n'a pas envie. La différence entre la personne qui avance et celle qui reste stagnante réside dans sa capacité à respecter ses engagements quand personne ne regarde, quand il n'y a pas d'applaudissements, quand le corps demande du repos et que l'esprit demande du confort. La discipline est inconfortable, mais c'est aussi la liberté. Les excuses sont confortables, mais elles te rendent faible. La discipline te force à affronter tes limites pour les étendre. Les excuses te maintiennent dans une cage que tu construis toi-même. Quand tu choisis la discipline sur les excuses, tu brises la narration selon laquelle tu as besoin d'un état émotionnel parfait pour agir. Le stoïcien n'agit pas parce qu'il ressent, il agit parce qu'il décide. Et c'est la raison pour laquelle il attire ce qu'il désire. La discipline ordonne la vie, définit les priorités et montre au monde que tu es engagé sur ton chemin. Tu dois aussi comprendre que tes excuses auront toujours des arguments convaincants. Ton esprit fera tout son possible pour te maintenir où tu es parce que l'inconnu est toujours inconfortable. C'est pourquoi la discipline est une bataille interne, pas externe. Tu ne te bats pas contre le temps, ni contre les circonstances, ni contre les gens. Tu te bats contre la version de toi qui préfère la facilité. Cette version qui te promet du repos immédiat, mais qui te vole des résultats à long terme. Chaque fois que tu choisis l'excuse, tu renforces cette partie faible. Chaque fois que tu choisis la discipline, tu renforces ton caractère. La discipline ne signifie pas la perfection. Elle signifie la constance. Elle signifie faire ce qui te revient même quand tu as échoué hier. Elle signifie te lever sans dramatiser. Elle signifie continuer sans justifier. Elle signifie avancer même si c'est lent. Quand la discipline guide tes décisions, tu crées une vie qui peut soutenir tes désirs. Parce qu'attirer sans discipline, c'est attirer quelque chose que tu ne peux pas maintenir. Tu peux rêver d'une vie meilleure, mais si tes habitudes ne correspondent pas, cette vie ne sera jamais la tienne. Les gens qui réussissent ce qu'ils veulent ne sont pas les plus talentueux ni les plus intelligents. Ce sont ceux qui s'accrochent le plus à la discipline quand tous les autres abandonnent. Ce sont ceux qui respectent leurs engagements quand personne ne regarde. 4. Rêve, mais agis. Avoir un rêve sans action est comme tracer une carte parfaite vers un trésor et ensuite rester assis à la regarder. Peu importe à quel point le chemin est détaillé, peu importe à quel point la destination semble excitante, le trésor ne bouge jamais vers toi. C'est toi qui dois marcher vers lui. C'est le problème de beaucoup. Ils construisent des rêves gigantesques, mais restent immobiles. Ils parlent de l'avenir, mais vivent coincés dans le présent. Et il n'y a pas de vision qui survive si elle est soutenue par l'inaction. Rêver est important, mais pas suffisant. Les rêves peuvent ouvrir ton esprit, mais seules les actions peuvent ouvrir des portes. Beaucoup de gens se perdent en croyant que visualiser est la même chose que progresser. Ils confondent intention avec mouvement, imagination avec progrès. Mais la réalité est claire. La vie n'est pas modifiée par des idées. Elle est modifiée par des décisions. Le rêve est le début, le moteur émotionnel qui éveille le désir. Mais l'action est le carburant qui maintient ce moteur en marche lorsque l'émotion s'éteint. Le stoïcisme n'est pas contre le rêve. Il est contre le rêve sans direction. Un rêve sans action est une tromperie mentale qui te fait te sentir productif alors que tu ne fais rien. Il te remplit d'adrénaline temporaire, mais ne change pas ta vie du tout. Rêve ce que tu veux, mais assure-toi que la prochaine étape soit de bouger, car chaque action, aussi petite soit-elle, est un coup sur la réalité qui finit par façonner ton destin. Quand tu rêves, ton esprit voit des possibilités. Quand tu agis, ton corps confirme qui tu es. Les actions ne te rapprochent pas seulement de tes objectifs, elles te transforment aussi. Elles te forcent à sortir du pilote automatique, à affronter des insécurités, à briser des schémas de confort. Elles te rendent responsable de ton chemin. Rêver est confortable, agir ne l'est pas.
Mais agir est la seule chose qui transforme un désir en quelque chose de réel. La différence entre quelqu'un qui atteint ce qu'il veut et quelqu'un qui reste coincé ne réside pas dans la taille de son rêve, mais dans sa capacité à soutenir l'effort que ce rêve exige. Les personnes qui restent à rêver sans agir ont généralement un problème commun. Elles attendent le moment parfait. Elles attendent de se sentir prêtes, sûres, confiantes. Elles attendent que la peur disparaisse, que les doutes se dissipent, que la motivation apparaisse. Mais le moment parfait n'existe pas. L'action est ce qui crée la clarté, pas l'inverse. Le mouvement est ce qui te montre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Si tu attends pour agir jusqu'à te sentir prêt, tu vas attendre toute ta vie. Le stoïcisme enseigne que la seule chose qui t'appartient vraiment est l'action présente. Tu ne peux pas contrôler ce qui viendra, mais tu peux contrôler le pas que tu fais aujourd'hui. Agir est un engagement envers ton avenir, un message au monde et à toi-même. Quand tu bouges par conviction plutôt que par impulsion, tu deviens quelqu'un qui n'a plus besoin de promettre, parce qu'il démontre. Et cette identité est exactement celle qui attire les résultats. La vie penche en faveur de ceux qui font plus que parler. Rêver sans agir fragmente également ton estime de soi. Chaque fois que tu dis que tu feras quelque chose et que tu ne le fais pas, tu te brises un peu à l'intérieur. Tu deviens moins fiable pour toi-même. Et quand tu perds cette confiance interne, tu perds de la force en tout. En revanche, quand tu agis, même par petits pas, tu renforces ton autoconcept. Ton esprit commence à te croire, ton corps commence à te suivre. Une alliance interne se crée entre ce que tu dis et ce que tu fais. Et cela te donne un pouvoir que le rêveur inactif n'aura jamais. Il ne s'agit pas d'arrêter de rêver, il s'agit de mettre tes rêves au travail, de transformer cette vision en tâche quotidienne. 5. Concentre-toi sur l'effort. L'effort ressemble à une graine enterrée sous terre. De l'extérieur, il semble que rien ne se passe. Personne n'applaudit, personne ne remarque le mouvement. Il n'y a pas de résultat visible. Mais, sous la surface, tout ce qui est important se passe. Les racines s'étendent, la structure se renforce, la vie se prépare. Et c'est ainsi que fonctionne ton progrès. On ne le voit pas toujours, mais on le ressent toujours. Ce que le monde ne ressent pas est ce qui te construit le plus. C'est pourquoi se concentrer sur l'effort est l'une des clés les plus puissantes pour attirer ce que tu désires. La plupart des gens sont obsédés par les résultats comme s'ils étaient la partie la plus importante du processus. Ils veulent que la vie leur confirme rapidement qu'ils sont sur la bonne voie. Ils veulent des signes visibles, des changements immédiats, des récompenses rapides. Mais les résultats ne sont pas le début, ils sont la conséquence. L'effort est la racine, l'effort est la base. L'effort est le message que tu envoies au monde pour montrer que tu es vraiment engagé. Et le stoïcisme le rend clair. Concentre-toi sur ce que tu contrôles. La seule chose que tu contrôles est ton effort quotidien. Le problème est que nous vivons à une époque où tout est comparé, où les réseaux sociaux montrent des résultats sans montrer le sacrifice, où les gens pensent que progresser est une question de talent ou de chance. Ce n'est pas le cas. C'est une question de constance, c'est une question d'engagement. C'est une question de faire ce qu'il faut, même quand personne ne le reconnaît. L'effort silencieux est ce qui sépare ceux qui veulent grandir de ceux qui ne font que le dire. Tu n'attires pas les résultats en rêvant. Tu les attires en maintenant l'effort quand les autres abandonnent. Se concentrer sur l'effort signifie arrêter de mesurer ta valeur par ce que tu obtiens et commencer à la mesurer par ce que tu fais. Cela signifie abandonner la mentalité de victime qui se frustre quand elle ne voit pas de progrès immédiat. Cela signifie accepter que les meilleurs fruits prennent du temps à apparaître. Cela signifie comprendre que le vrai progrès est lent, profond et solide. Les gens impatients abandonnent parce qu'ils ne comprennent pas cela. Tu n'es pas ici pour abandonner. Tu es ici pour te prouver que tu peux tenir le coup même quand tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel.
L'effort façonne ton caractère. Il te rend discipliné, fort, stable. Il t'apprend à rester ferme face à l'inconfort. Il te montre que tu n'as pas besoin de motivation pour avancer. Le stoïcien ne s'appuie pas sur l'humeur du jour, il s'appuie sur la volonté. Et la volonté se renforce avec chaque jour d'efforts accumulés. Les gens qui ne poursuivent que les résultats se fatiguent rapidement. Les gens qui aiment le processus deviennent imbattables. Tu dois aussi comprendre que l'effort te protège de l'auto-tromperie. Lorsque tu te concentres uniquement sur les résultats, il est facile de te tromper en disant que tu ne progresses pas, alors qu'en réalité, tu le fais. Il est facile de te comparer aux autres et de te sentir inférieur. Il est facile de penser que rien ne change. Mais lorsque tu te concentres sur l'effort, tu peux évaluer ta vie de manière objective. Tu sais si tu accomplis. Tu sais si tu progresses, même si c'est par petits pas. Tu sais si tu es fidèle à ce que tu as dit que tu ferais. L'effort ne ment pas. Les résultats peuvent tromper. Concentre-toi sur l'effort, car l'effort est la seule chose qu'on ne peut pas te prendre. On peut te prendre des opportunités, mais pas ta discipline. On peut te prendre du temps, mais pas ta constance. On peut te prendre des conditions, mais pas ta décision. 6. Utilise la douleur comme un élan. La douleur fonctionne comme le feu d'une forge. Elle peut te brûler et te laisser immobile, ou elle peut te durcir et te transformer en quelque chose de plus résistant. Tout dépend de la manière dont tu l'affrontes. Le feu ne s'éteint pas avec des plaintes, il se contrôle avec de la direction. Et la douleur ne disparaît pas en l'évitant, elle se transforme quand tu l'utilises à ton avantage. C'est la différence entre celui qui se brise et celui qui renaît. Celui qui se brise fuit le feu, celui qui renaît le supporte jusqu'à ce que le métal de son caractère prenne forme. Le problème est que beaucoup de personnes traitent la douleur comme une punition. Ils l'interprètent comme un signe qu'ils ne doivent pas avancer, comme un frein qui justifie l'arrêt. Ils voient la douleur émotionnelle, mentale ou physique comme un ennemi, alors qu'en réalité, c'est le seul maître qui ne ment pas. La douleur te montre ce que tu dois corriger, ce que tu dois lâcher, ce que tu dois renforcer. Elle te dit la vérité sans fioriture. Elle te déshabille. Et bien que cela fasse mal, cette honnêteté est ce qui rend possible la croissance réelle. Le stoïcisme enseigne que la souffrance est inévitable, mais la défaite est optionnelle. Tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler ce que tu fais avec. Tu peux transformer la douleur en excuse ou en élan. Tu peux l'utiliser pour justifier tes limites ou pour les briser. Quand tu adoptes la mentalité que toute douleur est une opportunité déguisée, tu arrêtes de te sentir victime et tu commences à te sentir responsable. Et cela change tout. La douleur révèle ton véritable niveau d'engagement. Il est facile de rester ferme quand tout va bien, mais la vie se mesure dans les moments difficiles. Celui qui utilise la douleur comme un élan sait que chaque coup, chaque perte, chaque déception et chaque chute contient une force brute. Il n'évite pas l'expérience. Il l'absorbe. Il l'utilise. Il la transforme en détermination. Quand ça fait mal, avance avec plus de raison. Quand ça brûle, respire et continue. Parce que la douleur, quand elle est affrontée avec courage, devient du carburant. Tu dois aussi comprendre que la douleur a une mémoire. Elle ne disparaît pas simplement en l'ignorant. Elle s'accumule, stagne, devient un poids. C'est pourquoi ceux qui évitent la douleur restent coincés. Leur passé devient une encre. Leur esprit se fige dans des expériences qu'ils n'ont pas traitées. En revanche, celui qui utilise la douleur comme un élan apprend à la traverser au lieu de la contourner. Il l'utilise pour mieux se comprendre. Il l'utilise pour se reconstruire. Il l'utilise comme preuve qu'il peut porter plus qu'il ne le pensait. La douleur te rend aussi humble. Elle te rappelle que tu ne contrôles pas tout. Elle te confronte à ta vulnérabilité. Et de cette vulnérabilité naît une force beaucoup plus authentique. La force qui ne se vante pas, qui ne crie pas, qui ne se gonfle pas. La force née de la connaissance de soi. La force qui sait tomber et se relever sans perdre le cap. La force qui ne dépend pas de la motivation ou de circonstances parfaites. Utiliser la douleur comme un élan signifie quelque chose de plus profond. Cela signifie décider que rien ne t'arrêtera. Que si quelque chose te fait mal, tu apprendras.
que si quelque chose te frustre, tu ajusteras, que si quelque chose te brise, tu te reconstruiras, que si quelqu'un te trahit, tu deviendras plus conscient. Cela signifie que ton énergie ne s'éteint pas, elle se transforme. Et cette capacité de transformation est exactement ce qui attire les résultats, parce que la vie respecte celui qui ne se rend pas quand ça fait mal. Beaucoup des meilleures décisions naissent de la douleur. Beaucoup de discipline naît d'une profonde fatigue. Beaucoup de clarté naît d'une chute dure. Beaucoup de croissance naît d'une blessure que tu ne voulais pas affronter. Je ne te demande pas de jouir de la douleur, je te demande de l'utiliser. 7. Protège ton calme. Le calme fonctionne comme une voûte blindée dans une banque. C'est là que tu gardes ce que tu as de plus précieux, ta clarté, ton focus, ton énergie mentale. Et, comme toute voûte, tout le monde ne devrait pas y avoir accès. Le problème est que beaucoup de gens laissent la porte grande ouverte. Les opinions des autres entrent, les critiques entrent, les provocations entrent, le bruit émotionnel qui ne méritait pas une seconde de ton attention entre. Et quand la voûte est contaminée, toute ta vie devient vulnérable. Le calme n'est pas un luxe, c'est un outil de survie. Sans calme, tu réagis au lieu de décider. Sans calme, tu confonds tes émotions avec la réalité. Sans calme, tu perds le contrôle, tu perds la direction et tu deviens manipulable par n'importe quel stimulus externe. La personne qui ne protège pas son calme est comme un bateau sans ancre, déplacé par n'importe quelle vague. Et une telle personne ne pourra jamais attirer ce qu'elle désire, car son esprit est trop occupé à gérer le chaos. Le stoïcisme insiste sur un point fondamental. Ton esprit doit être un lieu sûr pour toi. Pas un champ de bataille où tout affecte. Pas une boîte ouverte où n'importe qui fait du bruit. Ton calme est ton territoire et tu dois le défendre. Pas avec violence, pas en fuyant, mais avec des limites claires et une conscience ferme de ce qui mérite ton énergie et ce qui ne le mérite pas. La vie va toujours apporter des provocations et celui qui ne se protège pas finit par réagir à tout, s'épuisant pour tout, consommant son énergie dans des combats qui ne changent rien. Protéger ton calme ne signifie pas t'isoler du monde. Cela signifie filtrer ce que tu permets de t'affecter. Cela signifie arrêter d'absorber les émotions des autres comme si elles étaient les tiennes. Cela signifie ne pas réagir à chaque commentaire, à chaque geste, à chaque critique déguisée en conseil. Cela signifie comprendre que tout ne mérite pas ta réponse, que tout ne mérite pas ton attention, que tout ne mérite pas ton explication, encore moins ta paix. Le calme te rend également stratégique. Quand tu es en paix, tu penses avec plus de précision. Tu prends de meilleures décisions. Tu vois des opportunités que tu ignorais auparavant. Tu ne réponds pas à partir d'impulsion, tu réponds à partir de la vision. Et cette vision est exactement ce qui rend tes actions plus percutantes. Les gens qui observent ta stabilité commencent à te prendre au sérieux. La vie aussi. L'univers ne répond pas au bruit. Il répond à l'ordre interne. Mais protéger ton calme nécessite du courage, car en chemin tu devras t'éloigner des environnements chaotiques, des personnes qui aiment le drame, des habitudes qui remplissent ton esprit de déchets. Protéger ton calme implique de trahir ton ancien moi, celui qui vivait accroché au conflit, celui qui réagissait par besoin émotionnel, celui qui cherchait la validation dans les tempêtes des autres. Et même si cela fait mal de laisser cette version derrière, c'est la seule façon de devenir quelqu'un qui soutient le type de vie que tu dis vouloir attirer. Tu dois aussi comprendre que le calme ne s'hérite pas, il se construit. Chaque limite que tu poses renforce ta tranquillité. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu récupères du pouvoir. Chaque fois que tu priorises ta paix sur ton ego, tu deviens plus fort. Le calme est une discipline émotionnelle. Le calme est une force silencieuse. Le calme est une identité. Protéger ton calme te sépare de la moyenne, car la majorité vit piégée dans des stimuli, accro à des émotions intenses, incapable d'être en silence avec elle-même. 8. Agis comme ta meilleure version.
L'identité fonctionne comme une ombre avancée. Elle va un pas devant toi, marquant le chemin que tu suis sans t'en rendre compte. Si ton ombre est faible, tes pas le seront aussi. Si ton ombre est forte, ta démarche change. Cette ombre est ton identité projetée. Et si tu veux attirer une vie plus grande, tu dois d'abord agir comme la personne qui vit déjà dans cette vie. Tu ne peux pas continuer à te comporter comme ton ancienne version et prétendre à de nouveaux résultats. La vie ne négocie pas avec les incohérences. Agir comme ta meilleure version ne signifie pas faire semblant. Cela signifie anticiper ton propre avenir. Cela signifie te comporter à partir du standard que tu veux atteindre, pas de celui qui te maintient bloqué. Beaucoup de gens veulent du succès, mais pensent comme quelqu'un d'insécurisé. Ils veulent de l'amour sain, mais agissent à partir de vieilles blessures. Ils veulent de la discipline, mais continuent à justifier leurs impulsions. Ils veulent de l'abondance, mais réagissent par peur et manque. On n'avance pas ainsi. Agir comme ta meilleure version, c'est assumer l'identité qui soutient la vie que tu désires. Le stoïcisme enseigne que l'action constante façonne le caractère. N'attends pas de devenir d'abord cette version pour ensuite agir comme elle. Fais le contraire. Agis comme cette version et ton esprit s'adaptera au rôle. L'identité se construit à travers la répétition, pas l'imagination. Lorsque tu adoptes des décisions plus fortes que tes insécurités, peu à peu ton cerveau comprend que tu n'es plus la même personne qu'avant. Il commence à te reconnaître comme quelqu'un avec plus de contrôle, plus de clarté, plus de pouvoir. C'est la clé de la véritable transformation. Agir comme ta meilleure version signifie aussi élever tes standards, même quand personne ne te regarde. Cela signifie faire ce qui est juste, même si tu n'en as pas envie. Cela signifie prendre des décisions difficiles, sans chercher d'applaudissements. Ta meilleure version n'a pas besoin de motivation pour accomplir, car elle travaille à partir de la responsabilité, pas de l'émotion. Et quand tu commences à agir ainsi, la vie te traite différemment. La vie répond à celui qui se prend au sérieux. Beaucoup de personnes restent bloquées parce qu'elles continuent à agir à partir de leur ancienne identité. Cette identité est basée sur la peur, les doutes, la paresse, les blessures et les vieilles narratives. Elles essaient d'avancer avec des comportements qui appartiennent à une autre étape de leur vie. Elles veulent attirer quelque chose de grand tout en maintenant de petites habitudes. Elles veulent attirer la stabilité tout en réagissant à partir du chaos. Elles veulent attirer la croissance tout en évitant l'inconfort. C'est pourquoi elles n'avancent pas. Changer les résultats exige de changer l'identité qui les produit. Agir comme ta meilleure version n'est pas un acte ponctuel, c'est une décision quotidienne. C'est te demander ce que ferait la personne que tu veux devenir, et ensuite faire exactement cela. Peu importe si c'est inconfortable, peu importe si c'est défiante, peu importe si ton ancien esprit proteste, chaque fois que tu choisis l'action correcte sur l'action facile, tu tues ta version faible et renforces ta version puissante. Et cette répétition est ce qui te rend constant. Tu dois aussi comprendre que ta meilleure version ne crie pas. Elle démontre. Elle ne s'excuse pas. Elle avance. Elle ne cherche pas l'approbation. Elle se soutient avec des faits. Elle ne mendie pas d'opportunités. Elle les construit. Elle n'attend pas de signaux externes. Elle devient le signal. Lorsque tu agis à partir de cette énergie, tu changes la façon dont le monde te perçoit. Tu deviens quelqu'un qui transmet de la clarté, de la sécurité et de la direction.